pour être reconnu, bah, il faut qu'on me voie. Et pour me voir, et bah, il faut que je crie le plus fort. Il faut que je sois le plus radical possible. On le voit à la télé. Ceux qu'on invite à la télé, c'est des radicaux. Sinon, il n'y a pas de débat. Sinon, il n'y a pas d'audience. Ça ne sert à rien. Je veux dire, on nourrit ce terrain. On nourrit un terrain dans lequel on montre des radicaux à tout le monde et on demande aux gens de ne pas être radicaux. Je veux dire, les jeunes, ils sont surtout les adolescents, ils sont dans une période de leur vie où ils sont en crise existentielle. Ils sont complètement perdus. Ils se disent, mais moi, qui suis-je? Et si la seule réponse qu'ils trouvent à leur vie, si la seule réponse qu'ils trouvent à leur question, c'est vous serez un héros en faisant ça, et ben lui dit bah, je suis preneur, je prends. C'est soit je vais être pauvre et on va me traiter de chômeur qui n'a rien fait de sa vie et qui n'a pas lutté et qui n'a pas donné, soit on va me traiter de radical, mais je serai vu comme un héros par d'autres personnes. Mais ils prennent ça et ils se disent bah, c'est mieux que rien. Oui, le problème de l'islamisme, c'est les islamistes eux-mêmes qui se sont auto-définis comme ça en disant l'islam n'est pas une religion, l'islam est une constitution, c'est-à-dire le mot islamiste, c'est vrai que c'est la production de l'histoire d'une catégorie de musulmans qui a décidé que l'islam n'était pas une religion. Avec Saïd Copte, après les djihadistes actuels ont récupéré cette idéologie, l'ont mélangée avec El-Wahhab, avec l'Arabie Saoudite, et ça a donné toute cette... on pourrait en parler de ça pendant des heures, mais c'est compliqué de ne pas les appeler de la même façon qu'ils s'appellent. Ceci dit, moi j'ai toujours un problème quand je nomme les choses. Moi, vous avez remarqué, je dis djihadiste maintenant, mais à chaque fois que je dis djihadiste, je me dis, je suis en train de valider la façon dont ils veulent se nommer. Donc je suis en train de valider que le djihad, c'est un droit à tuer tout le monde. Donc je vais dire extrémiste violent se revendiquant au nom de l'islam à chaque fois. Non mais c'est vrai, la sémantique, c'est à l'écrit ça va, on met des guillemets, on met une petite note de bas de page, mais à l'oral on tombe dans le piège et finalement on est en miroir. Vous savez, l'islamisme comme évangélisme, c'est des ismes qui sont à partir de... Et il ne faut pas se leurrer la face. C'est des idéologies religieuses et politiques. Ça veut dire que c'est la religion qui est instrumentalisée. C'est l'appartenance religieuse qui a... Pourquoi il faut que tout ce qui est le lien avec la religion doit être épargné? Non, il y a une religion qui s'est mise à se sacraliser de cette façon-là, de manière politique, qui a s'éloigné d'ailleurs de sacré, puisque quand la religion devient politique, ce n'est plus une spiritualité, si vous voulez. Donc il faut nommer les choses comme ils sont. Et le fascisme hitlérien, c'était sur l'histoire de race. Ici, pour les évangélistes, pour les islamistes, c'est sur l'histoire de la religion. Et pour une autre extrême droite, ça peut être identité nationale. Pour les autres, ça peut être... Il faut nommer les choses comme ils sont. Il faut qu'on arrive aujourd'hui, je pense, sur la question de la radicalisation, qu'on dépasse un peu les idées reçues, qu'un radicalisé, c'est un jeune d'un quartier populaire, etc. Même si un certain nombre, effectivement, de ces espaces de vie sont retrouvés dans ce cadre de radicalisation d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, la réalité générale, il y a autant de personnes qui se sont retrouvées dans ce phénomène-là, qui viennent d'autres classes sociales, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le phénomène touche plusieurs catégories de vie, et je pense que c'est là où ça nous interpelle pour comprendre aujourd'hui pourquoi aujourd'hui on est sur une phase nouvelle dans laquelle la radicalité elle est fascinante aujourd'hui pour des personnes, comme vous dites, et que le côté idéologique, souvent on ne le retrouve pas au début, on le retrouve peut-être par la suite, par tout ce côté-là d'endoctrinement, etc., qui va venir par la suite. On a adhéré à la vision du monde des islamistes dans les années 70, on a catégorisé puis enfermé les gens dans la définition qu'on avait de cette religion au fur et à mesure, y compris dans nos pratiques professionnelles, et qu'au niveau du discours politique, il y a quelque chose de l'ordre du binaire. Je vais seulement rajouter deux mots. Un par rapport à l'islamisme. Le concept de l'islamisme faisait partie du vocabulaire français au XVIIIe siècle pour parler de l'islam. Et ça a été enlevé après. Parce qu'on s'est retrouvé avec les Mahométains, les Sarrasins, etc. Et ça a été repris effectivement après la chute de l'Empire ottoman, 1924, avec la création des frères musulmans en Égypte en 1928, qui disait « l'islam est la solution ». Cette phrase, qui est le slogan qui devient éternel, c'est celui qui a tracé toute la codification par la suite. Au lieu que l'islam soit une solution parmi d'autres, il est devenu la solution. On est tombé dans l'absolutisme. Donc l'islamisme aujourd'hui
et rentrer dans cette idéologie-là. Même si elle n'est pas violente, mais c'est une idéologie de codification. Ça mérite un temps pour expliquer. Par rapport à votre question, effectivement, aujourd'hui, on est dans une société en panne, mais pas la société française. Toute société postmoderniste. Elle est en panne, ce qu'il a appelé Zygmunt dans le temps, la société liquide. Il n'y a plus de repères. Et aujourd'hui, il faut renverser le paradigme. Avoir, faire, être, c'est être, faire, avoir. Le premier point, je pense qu'il faut vraiment faire attention, et ça renvoie à l'ensemble de notre imaginaire collectif avant l'imaginaire individuel concernant nos représentations. Je pense que ça, c'est un terrain qu'on ne peut pas, je dirais, le sous-estimer par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Chacun de nous, à un moment donné, a joué un rôle, quelque part, à dépluraliser les gens. Parce que vous avez un journaliste qu'après les attentats de 2015, il vient vous dire, vous, en tant que musulman, que pensez-vous de l'attentat? Je suis désolé, il n'est pas censé répondre. Si vous dites, vous, en tant que citoyen, que pensez-vous de l'attentat? Donc chacun vient à un moment donné de fragilité avec des représentations pour vous mettre dans un registre dépluralisé. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire très attention aujourd'hui. Chacun de nous est rentré par la porte avec 6 identités plurielles. Et c'est ce terrain-là qu'il faut qu'on va le travailler de nouveau, faire la promotion de nos identités plurielles, qu'il faut sens aujourd'hui à tout type d'idéologie, parce que lorsqu'on tombe dans les idéologies, on est dans les croyances. Et les croyances visent complètement vers la vérité. Et avec la vérité, on va aller vers l'absolutisme. Et pour sortir de tout ça, il faut qu'on va vers le chemin du savoir, d'un cheminement, et que cette loi, dite loi, parce que le mot shaira en arabe signifie le chemin qui mène vers la source d'eau. Donc il y a quelque chose lié à la vie. Et bien cette loi, elle devrait être la voie. Et c'est la voie qui nous manque aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de la loi qui crée cette codification binaire et manichéenne vers la voie qui est plurielle de nature, avec des hauts et des bas, d'accord, et singulière de nature. C'est ça le vrai combat, dans un enjeu de construire un destin commun où l'union est construite par la diversité, et la diversité n'a pas de sens si elle n'est pas reconnue par l'union. Il y a un autre terme qui a émergé et que j'ai cité au départ, et je vais conclure sur cette partie-là en tout cas, c'est le terme djihadisme. C'est un terme qui a été imposé par les auteurs de ces crimes, de ces assassinats, de ces actes terroristes. C'est un terme qui ne vient pas, c'est pas nous qui les avons désignés, c'est eux, c'est auto-désigné. Et ça interpelle encore plus, parce que c'est un terme qui, dans la langue arabe, n'était pas dans l'usage réellement. Il était utilisé sous la forme verbale ou adjectivale, plutôt pour parler d'efforts, sans lien avec des opérations de guerre ou autres. Il a émergé dans la presse arabe au moment de la guerre des 6 jours, où c'était pour galvaniser les foules plutôt qu'avec la charge religieuse. Et la première fois où il a émergé comme un appel aux musulmans, et comme ça a été dans la guerre en Afghanistan avec les talibans. C'est là où ce terme est apparu pour la première fois, et il a été revendiqué comme étant un acte du musulman, et avec un appel au ralliement autour. Ce qui n'était pas le cas par rapport au discours qui avait émergé pendant la guerre des 6 jours et qui, lui, s'adressait aux Arabes, chrétiens compris. Donc ce terme pose encore plus de problèmes parce que c'est eux qui s'autodésignent. Mais en même temps, ce terme, il y a des filles et des garçons dans notre pays aujourd'hui qui s'appellent djihad. Et partout dans le monde, il y a des djihad. Et souvent, c'est des militants de gauche qui ont appelé leurs enfants djihad par rapport à Abu Jihad, le Palestinien qui a été assassiné. Donc ça n'a rien à voir avec notre histoire. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout associé dans l'imaginaire à quelque chose qui a un lien avec la mort. Au-delà de la question de ces mots, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on puisse échanger sur le contexte dans lequel sont apparus ces mots. Je pense que le piège, c'est de réduire les gens à un qualificatif. Parce qu'on leur ôte quasiment leur appartenance multiple et on rentre dans le jeu de l'extrémisme quelque part. Parce qu'il faut nommer les gens par rapport à un moment dans leur biographie, ils peuvent se retrouver dans une forme de fascination
ou de tester quelque chose surexposé. Et là aussi, j'ouvre une petite parenthèse sur l'usage ou la surmédiatisation de ce phénomène-là, qui, à mon sens, au début, était contre-productif. Parce qu'il a permis aussi à des personnes qui étaient un peu hésitantes, un peu loin de ce phénomène, d'y aller chercher qu'est-ce que ça signifie. Et souvent, en cherchant dans les réseaux sociaux, ils se retrouvent piégés par rapport à la surabondance de la propagande daéchienne, pour ne pas dire seulement djihadiste, parce que c'est celle-ci qui a été la plus active pendant ces années dernières, parce qu'ils ont très bien compris que la stratégie de gagner les cœurs, comme disaient les Américains, c'était aussi d'y aller chercher les jeunes là où ils sont présents. C'est dans les espaces de socialisation que le politique a du mal à comprendre qu'il y avait une mutation dans les espaces de socialisation dans lesquels les jeunes vont chercher une réponse quelque part. Et je pense que Daesh et surtout Daesh, après il y en a pas mal de ce type-là, comme groupuscule, hein, très violent, ils ont compris qu'il faut offrir quelque chose. Et c'est dans cette offre-là que les jeunes se seront trouvés piégés pendant une période. Pour moi, un jeune dit radicalisé, je nomme comme ça les personnes, n'est pas encore djihadiste. Il peut le devenir, mais ce n'est pas encore, parce que c'est tout un processus, une dynamique qui peut s'ouvrir dans l'espace-temps pour qu'il puisse vraiment avancer vers un niveau plus éloigné, le plus ultime possible, qui est celui de djihadiste, c'est-à-dire d'arriver à un temps de maturité où tout est permis au nom d'une certaine idéologie extrémiste. Mais je pense que la nouveauté après le 11 septembre, c'est aussi le fait d'avoir touché un symbole de civilisation. Je pense que les attentats ou les assassinats de ce type de groupe a toujours existé dans le monde arabe et musulman. Donc le fait qu'on est passé vers une nouvelle phase et aller attaquer le symbole de la civilisation occidentale aux États-Unis, je trouve que c'est un tournant qui a permis aussi derrière de chercher et d'inventer quelque chose qui n'a pas existé, comme vous dites, par rapport à cette nouvelle sémantique. Mais dans le réel, les personnes qui l'ont fait n'ont pas changé eux-mêmes dans leur manière de s'identifier. C'est vraiment un continuum par rapport à une adhésion très puissante où ils font appel au sacré. Parce qu'on veut vraiment donner un sens à l'ultra-violence. C'est parce qu'ils pensent que, quand vous dites le concept de djihad, moi, avant-hier, j'ai dispensé une formation en ligne pour un territoire et il y avait l'un des participants, président d'une association qui travaille sur la citoyenneté, s'appelait Djihad. Et lorsque je suis arrivé à ce terme-là, je lui ai dit, à toi la parole, hein, tu pourras nous parler un peu de ton prénom, hein, que ça te fait quoi comme écho depuis que tu le portes et avec cette nouvelle conjoncture. Mais effectivement, il me disait, moi je suis né en 92, donc à l'époque, mes parents, lorsqu'ils l'ont choisi, ils l'ont choisi par rapport au sens profond. Et comme je dis toujours dans mes formations, les chrétiens d'Orient qui sont pas seulement arabophones, mais ils sont aussi arabophiles, parmi les prénoms qu'ils ont choisis dans le passé, à la fois pour les filles, à la fois pour les garçons, c'est le prénom djihad. Lorsqu'on veut vraiment réagir d'une manière très extrémiste et bousculer la société à l'extrême, il n'y a pas mieux quelque part chez quelques groupes, c'est d'aller chercher dans le sacré, parce que c'est comme le divin qui renvoie à une nouvelle, quelque part, lutte et résistance vis-à-vis de tout ce qui est profane et non de l'universel. Et là, c'est une mutation complètement nouvelle par rapport à cette nouvelle bataille qui est d'abord sémantique à mon sens, avant que ce soit sur le plan sécuritaire. Et si on la réduit à la sécurité, je pense qu'on se trompe de combat. Parce que le combat, il est d'abord sur le plan de savoir nommer, savoir donner un sens à qui est en face de nous par rapport à ce qu'il veut, parce qu'ils se sont identifiés à quelque chose qui leur fait un sens. Même pour nous, peut-être c'est quelque chose qui est assez différent, mais si vous prenez quelqu'un dans une réalité propre à lui, avec des fragilités plurielles, avec des grandes questions existentielles non résolues, avec un environnement social chaotique, je ne vais pas, donner un profil type, parce qu'effectivement, ça n'existe pas, et je suis tout à fait d'accord, mais de montrer quelque part quelques ingrédients dans lesquels on peut se retrouver, comme disait une grande psychanalyste Epstein, disait lorsque quelqu'un ne veut plus parler de son passé, a du mal de vivre son présent, et aussi a une grande difficulté à se projeter dans l'avenir, il vit ce qu'elle appelle, elle, la platitude. C'est-à-dire tout est plat. Je ne rêve pas. Je n'ai pas d'ambition. Il n'y a rien qui me porte et qui me fait lever le matin à faire quelque chose.